Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Dans le récit de ce soir, vous allez découvrir comment une action aussi simple que laisser un avis sur un restaurant peut avoir des conséquences terrifiantes inimaginables. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse le découvrir. Je trouve personnellement que la nourriture ne valait absolument pas le prix, ni le temps que nous avons passé à l'attendre. Le restaurant était loin d'être bondé, mais notre serveur, Joe, agissait comme si nous étions la pire corvée sur Terre. Je peux pardonner beaucoup, ayant moi-même travaillé dans la restauration. Mais rien ne peut excuser l'impolitesse et la brusquerie que nous avons subies. Ce qu'on nous a servi ne correspondait pas à ce que nous avions commandé, en plus d'être mal cuit et froid. Nous aurions pu renvoyer les plats, mais à ce moment-là, nous avions déjà tellement attendu qu'il était impensable qu'on attende à nouveau qu'ils en préparent d'autres. Le manager était aussi impoli que le serveur. 0 sur 10, je n'y retournerai plus jamais, et je découragerai tous mes amis et connaissances à l'idée d'y mettre les pieds. Voici l'avis négatif que j'avais laissé, et absolument rien de tout cela n'était inventé. Je ne suis pas une maniaque des avis, je n'en laisse que si l'expérience a été exceptionnelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Depuis 4 ans que j'avais commencé, je n'avais à mon actif que 11 avis. À part la fois où un employé un peu trop zélé avait répondu à mon commentaire avec toutes sortes d'obscénités, je n'avais jamais eu de problème particulier, jusqu'à cet avis bien précis. Tout a commencé 2 jours après sa publication. Je me suis réveillée à environ 3 heures du matin, et je me suis levée pour aller chercher de l'eau. Avec mon conjoint, on laisse la lumière du porche allumée la nuit. En passant devant la porte d'entrée, j'ai vu des ombres bouger derrière, et j'ai immédiatement paniqué, imaginant que quelqu'un essayait de s'introduire chez nous. J'étais sur le point de courir à l'étage pour appeler la police, quand j'ai remarqué que quelque chose à propos des mouvements était bizarre. Ça ne semblait pas humain. Et je ne veux pas dire par là que c'était un monstre ou une entité paranormale, mais plutôt un objet. La première pensée qui m'est venue à l'esprit était qu'il s'agissait d'une espèce de poupée gonflable. J'ai prudemment ouvert ma porte, révélant plusieurs feuilles de papier, environ une trentaine, scotchées l'une à l'autre et accrochées sur le haut du porche. Elles formaient des rangées qui atteignaient presque le sol. Chacune de ces feuilles contenait mon commentaire imprimé à plusieurs reprises. Elles étaient juste suspendues là, faisant des va-et-vient paresseux dans le vent. Cette découverte m'a glacé le sang. Je n'ai pas pu hésiter, et je suis rentrée pour appeler la police. Ils sont venus, ils ont pris quelques photos, ont écrit un rapport, et sont partis en me disant qu'ils allaient contacter le restaurant. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de la police. Après vérification, il s'est avéré que le serveur, ainsi que le manager en service ce soir-là, avaient tous les deux des alibis solides et n'auraient pas pu venir chez nous pour commettre leurs méfaits. Peu de temps après cet incident, les appels téléphoniques ont commencé. Le premier est arrivé sur mon téléphone vers 5 heures du matin. C'était une voix synthétique lisant mon commentaire, en boucle. Quelques instants plus tard, c'était le téléphone d'Ethan, mon mari, qui s'est mis à sonner, avec la même voix synthétique et le même texte lu en boucle. Ce fut le début d'une période infernale avec des appels et des SMS toutes les 30 minutes. Ils provenaient tous de numéros différents. Les bloqués ne servaient donc à rien. La police a déclaré que la personne qui nous faisait subir ça utilisait une application téléphonique et nous ont demandé de noter tous les numéros qui apparaissaient si la situation se poursuivait. Pendant qu'on était au commissariat, un appel est arrivé sur le téléphone d'Ethan et l'officier lui a demandé de répondre en le mettant sur haut-parleur. Après que la voix synthétique ait terminé la récitation de mon avis, le policier a pris la parole. Ici l'officier Smith du département de police de Portland. Nous ne connaissons pas votre identité, mais nous allons bien finir par trouver. Vous devez cesser de harceler ces gens, vous me comprenez? Si vous continuez, il y aura des conséquences. Il y a eu une courte pause, puis la même voix synthétique a recommencé à lire le même texte. Nous sommes rentrés chez nous sans plus de tranquillité d'esprit que nous en avions en entrant au commissariat. Quelques jours sont passés, avec la même fréquence d'appels et de SMS. Puis un matin, la situation a franchement commencé à dégénérer. Juste après le lever du soleil, Ethan et moi avons été réveillés par un martèlement à notre porte. Déjà à bout de nerfs à cause de ce qui se passait, je m'apprêtais à appeler la police, lorsque la source des coups contre la porte s'est justement présentée comme un agent de police. En nous dirigeant vers la porte, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai effectivement vu une voiture de police. Ethan a regardé à travers le judas, puis a ouvert la porte. L'officier nous a alors demandé de sortir. J'étais nerveuse, m'attendant à moitié à ce qu'on se fasse arrêter pour je ne sais quelle raison.
mais le policier avait l'air plus désolé qu'autre chose. Il nous a dit de regarder la façade de notre maison. Je me suis retournée pour jeter un œil, et mon cœur a loupé un battement. Elle avait été éclaboussée de sang. Une tonne de sang. La façade, qui était d'un bleu pastel, était à présent tachée d'un rouge sombre et profond, comme si quelqu'un avait trempé un pinceau dans du sang et l'avait secoué sauvagement. L'officier de police nous a alors expliqué qu'il avait reçu l'appel quand un voisin qui partait au travail avait vu notre maison. Il s'était approché pour regarder de plus près, et en raison de la consistance du liquide, il était certain que ce n'était pas de la peinture. Notre cas a été transféré à un inspecteur, sa gravité étant passée de ce qui semblait être une simple farce à du harcèlement, puis à des dommages matériels. L'inspecteur a signé à notre cas de nouveau vérifié avec le restaurant. Mais encore une fois, le serveur et le manager avaient tous les deux des alibis vérifiables. L'inspecteur nous a assuré qu'il trouvera la personne qui nous terrorisait. Et encore une fois, nous sommes repartis sans davantage de tranquillité d'esprit. Environ une semaine plus tard, Ethan et moi sommes rentrés à la maison après une journée passée à l'extérieur. À peine le seuil franchi, nous avons tous les deux eu un haut le cœur. La pire puanteur qu'il m'a été donné de connaître régnait chez nous. Je m'attendais à trouver la maison sans dessus-dessous, avec des ordures partout. Mais tout était impeccable, tel que nous l'avions laissé. On a commencé à chercher la source de l'odeur, mais vu que tout était à sa place, Ethan a rapidement eu la présence d'esprit de regarder dans les conduits d'aération. Bingo! Derrière chaque bouche d'aération, il y avait une quantité énorme, monstrueuse, de viande avariée, de purée de pommes de terre pourries, de vieilles asperges putrides et de la laitue décolorée et âcre. Il devait y avoir pas loin d'1 kilo de viande rance et d'assez d'accompagnement pour faire 4 fichus dîners derrière chaque conduit. Après que nous ayons appelé la police, ils sont venus, nous avons parlé, ils ont regardé, nous les avons remerciés pour rien et ils sont partis. Ethan a pris un sac poubelle et a commencé à tout vider, pendant que je menais une campagne impitoyable avec du désodorisant. Cela a pris des heures, et même après que nous ayons terminé, l'odeur persistait. Elle persiste toujours, même maintenant, à certains endroits. Les appels continuaient à chaque heure du jour et de la nuit. Nos téléphones restaient éteints aussi longtemps que possible à cause d'eux. Le lendemain de cette épreuve de puanteur, je suis sortie pour prendre le journal sur notre porche. Et j'ai été accueillie par l'étape suivante du plan de ce psychopathe pour nous rendre complètement fous. Une grande bâche bleue sur notre pelouse. J'ai avancé dans sa direction. Elle dégageait la même puanteur atroce et de grosses mouches vertes voletaient mollement autour. Ce que j'ai trouvé en dessous était une carcasse de bovin. Sans doute la vache d'où provenait toute cette viande avariée. Elle avait été vidée. Tout le côté droit de son corps avait été retiré, ne laissant à sa place qu'un cratère rempli de purée de pommes de terre, d'asperges, de laitue et d'asticots grouillants. Des traces de pneus allaient de la carcasse à la route. Nous avons appelé l'inspecteur, encore une fois, et il nous a dit de venir au poste de police, ce que nous avons fait. Une courte conversation plus tard, et nous sommes, encore une fois, partis sans rien de plus. Tous les suspects potentiels avaient des alibis vérifiés pour la nuit précédente, et l'inspecteur ne faisait qu'essayer de nous rassurer avec des bobards, en disant qu'ils avaient quelques pistes qu'ils poursuivaient. Mais à notre grande surprise, tout a finalement pris fin le soir même. Nous sommes rentrés du commissariat, puis nous sommes ressortis plus tard dans la journée pour faire des courses. L'une de ces courses impliquant d'acheter du désodorisant, en gros. Quand nous sommes rentrés, Ethan s'est dirigé directement vers la cave pour ranger nos achats. Mais une fois arrivé en bas des escaliers, il a laissé échapper un cri de surprise et d'horreur mêlée. Je me suis précipitée vers les escaliers pour voir ce qui se passait. Le spectacle était morbide. Une des chaises de la cuisine était renversée par terre, sur une énorme flaque de sang, et le corps d'une jeune femme se balançait au bout d'un nœud coulant, les poignets tailladés. Nous avons appelé les secours, puis l'inspecteur en charge de notre affaire directement. Et bientôt, la rue en face de notre maison s'est illuminée de lumière rouge et bleue. Des policiers et du personnel médical s'affairaient de tous les côtés. L'inspecteur nous a demandé si nous connaissions la jeune femme, et nous avons tous les deux répondu par la négative. Aucun de nous ne l'avait jamais vue de sa vie. Quelques jours plus tard, l'inspecteur nous a rappelés. Il nous a donné l'identité de la fille, un nom que nous n'avions jamais entendu. Il nous a dit qu'ils étaient allés à son appartement, et que ses murs étaient recouverts de 2 choses. D'innombrables copies de l'avis que j'avais laissé à propos du restaurant, et, je cite, des tonnes de photos de Joe, notre serveur de ce soir-là, qui semblait avoir été prise à son insu. Joe a été emmené au commissariat, a été interrogé à propos de la jeune femme. Il a déclaré qu'il l'avait rencontrée lorsqu'il l'avait servie au restaurant, environ 1 an auparavant, après quoi ils étaient sortis ensemble. Il a dit qu'il n'y avait jamais eu d'étincelle, il ne l'avait donc jamais rappelé.
Les parents de la jeune fille, après avoir identifié son corps, ont expliqué à l'inspecteur qu'elle avait une longue liste de maladies psychiatriques et qui soupçonnaient qu'elle avait arrêté de prendre sa myriade de médicaments. Ils avaient également trouvé ce qu'ils pensaient être une espèce de note de suicide. Elle disait « Leur avis était tellement méchant. Mon Joey aurait pu perdre son travail. Il va être tellement en colère quand il découvrira ce que j'ai fait. » Avec un petit smiley triste à la fin.